Zelda Breath of the Wild est un jeu vidéo devenu culte, il fallait bien en parler. Avant que la vidéo ne commence, j'en profite pour faire la promotion du serveur Discord de Télécrayon. J'en parle dans cette vidéo car il y a pas mal de jeux sur le Discord avec les membres de la communauté, ça me semble le bon moment pour en parler. Cette vidéo parlera de l'utilisation de la géographie pour créer une carte du monde dans un jeu vidéo. J'avais déjà fait une vidéo sur GTA, et si la géographie dans le jeu vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir aussi. A l'occasion de la sortie du jeu Zelda Tears of the Kingdom, je me suis dit, pourquoi pas parler de l'opus précédent. Vu qu'il y a peut-être des novices, je vous fais un récapitulatif. Zelda, c'est une série de jeux vidéo dont le premier opus est sorti en 1986. Les opus sont indépendants les uns des autres généralement. Zelda Breath of the Wild est un de ces opus, le dernier opus majeur sorti en 2017. Zelda Tears of the Kingdom est la suite de l'opus sorti en 2017 et se déroule approximativement sur la même carte du monde, et c'est de cette carte dont je vais parler. Et voici donc la fameuse carte du monde du jeu Zelda 2017. On peut y voir trois couleurs, le bleu pour l'eau, le rouge pour la lave et le marron pour la terre. La variété du marron symbolise l'altitude, plus c'est clair et plus c'est haut. Tout d'abord, je tiens à dire que le jeu respecte une série de règles essentielles pour faire de cette carte du monde une superbe carte du monde et par la même occasion, un superbe jeu, parce que le jeu a été acclamé par la presse et par le public. Mais commençons par le commencement. Zelda, c'est quoi ? C'est un jeu vidéo qui se déroule dans un univers médiéval fantastique. Un univers médiéval fantastique est un univers de fiction qui s'inspire à la fois du Moyen-Âge, tout en lui mélangeant des aspects magiques qui sont une norme. En l'occurrence, ici, le monde s'appelle Hyrule. Mais c'est un univers de fiction et non une représentation du vrai monde. J'avais fait une vidéo sur la carte de GTA, et dans GTA, le monde est une représentation de la réalité, même si tous les lieux sont fictifs. Bref, la carte du monde est donc celle de Hyrule, un monde médiéval fantastique. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'habitude dans des œuvres médiévales fantastiques ? Eh bien, un long voyage. C'est un élément scénaristique essentiel. Par exemple, dans ce petit roman écrit par un linguiste qui s'ennuyait pour amuser ses propres enfants, nous découvrons un personnage qui s'appelle Bilbo le Hobbit et qui doit quitter son village pour vivre une longue aventure. Ce roman, Le Hobbit, sorti en 1937, est devenu un classique de la littérature médiévale fantastique et a incité son auteur, Tolkien, à faire une suite en trilogie appelée Le Seigneur des Anneaux, sortie dans les années 50. Dans les deux œuvres, un groupe de personnages doit aller d'un point A à un point B. C'est une excuse pour faire voyager le lecteur et lui faire découvrir une ribambelle d'endroits insolites et des peuples intéressants. C'est une sorte d'excuse pour faire voyager le lecteur et l'histoire devient une sorte de guide touristique. Et dans un jeu vidéo, il faut faire un peu la même chose. Dans Zelda 2017, le principe a été réussi, c'est ce qu'on va voir. Mécanique du jeu. Tout d'abord, la carte du monde est de forme carrée, et le personnage doit commencer l'aventure ici. C'est le point de départ. Ensuite, il a un objectif majeur, combattre le grand méchant qui se trouve au château. C'est le point B, le point d'arrivée. Pour que la carte du monde fonctionne, il a été choisi de faire en sorte que le joueur puisse se sentir libre dès le début et aller partout sur la carte. Librement, il peut aller partout, et librement, il peut aller au point B dès le début et combattre le grand méchant et finir le jeu. C'est tout à fait possible. Mais le jeu est malin et a réussi à ajouter quelques éléments mécaniques pour inciter le joueur à découvrir plein de lieux. Tout d'abord, le jeu commence sur ce qu'on appelle le plateau du prélude. C'est un plateau, il est en hauteur et on ne peut pas le descendre sans tomber. Il faut donc faire une série de tutoriels avant de récupérer la paravoile et pouvoir planer pour aller au-delà du plateau et ainsi voyager dans toute la carte du monde. Deux éléments essentiels permettent à ce jeu d'être considéré comme un véritable monde ouvert. D'abord, on peut escalader n'importe quelle falaise et ensuite on peut planer avec sa paravoile. On peut donc aller partout où on veut. Aucune montagne ne gêne le chemin ou autre. C'est ce qui fait la grande différence avec les précédents jeux Zelda. Dans Zelda Ocarina of Time en 98 par exemple, le personnage est limité et ne peut que courir. Il ne peut pratiquement pas sauter. Il est obligé de suivre le décor. De plus, il y a des écrans de chargement entre une zone et une autre. Le premier Zelda, sorti en 86, offrait déjà un début de monde ouvert pour l'époque. C'était une grande carte accessible partout dès le début. Mais les déplacements du personnage restaient limités. Dans Zelda Wind Waker en 2002, il y a une immense carte du monde maritime sans temps de chargement. Mais on a affaire à une succession d'îles avec un monde sur chaque île. La mer permettait pour le jeu vidéo à l'époque de ne pas charger trop d'endroits à la fois. Retournons sur notre carte de Zelda 2017, où tout est unifié en un seul endroit. Le monde n'est pas infini, et il a fallu trouver des solutions. À l'est et au sud, de la mer, et si on nage au bout, il y a un mur invisible. Au nord et à l'ouest, de grosses falaises et un précipice vide. Au sud-ouest, c'est le désert, et au bout, il y a des tempêtes de sable et un mur invisible. Comme je l'ai dit dans le jeu, il faut aller combattre le boss final. On peut le faire dès le début,
Mais ça sera compliqué car le personnage n'aura que peu d'équipements. On peut cependant faire 4 grandes missions majeures. Combattre les 4 créatures divines qui sont éparpillées sur la carte. Réaliser ces missions permet de faciliter le combat final. On peut combattre les 4 créatures dans l'ordre qu'on veut, tout comme on n'est pas obligé de toutes les combattre avant d'aller au boss final. Voilà à quoi ressemble ce vent de liberté. Aller vers une créature divine devient un choix, et même s'il n'y a pas une infinité de chemins pour y aller, on a déjà un certain sentiment de liberté en y allant. Prenons un exemple avec une des créatures, celle située dans le désert. Pour y aller, on est obligé de prendre cette route. Et cette route n'est qu'une portion sur les nombreuses autres routes que l'on peut emprunter avant elle. La petite route en question fait passer le joueur par plusieurs environnements bien variés, annonçant la couleur. Traverser une gorge d'abord avec le fleuve, puis entrer dans le canyon sec, c'est le canyon Gerudo, et sur le chemin, il y a plein d'éléments qui permettent de rendre l'aventure moins ennuyeuse, comme tous ces petits pontons sur la paroi. Ensuite, élément très important, c'est qu'on y trouve des lieux d'arrêt, comme par exemple une étable à la fin du canyon, et vu qu'on a croisé beaucoup d'ennemis avant, elle est vraiment utile et permet de ressentir le besoin de s'arrêter, de se reposer et de rencontrer d'autres personnages. Et contrairement à un jeu linéaire, où l'étable serait une étape obligatoire pour continuer le chemin, dans ce jeu, le joueur peut l'éviter s'il veut. Mais l'immersion étant si importante qu'elle incite à jouer le personnage qui s'arrête à l'étable durant un long voyage. Car on joue 2 fois, la première avec les règles du jeu, et la seconde pour le plaisir de s'immiscer dans l'univers. Et ensuite c'est l'entrée du vaste désert, qui est lui aussi conçu pour apporter différents éléments, tels qu'une cité en son centre, une oasis avec une auberge à mi-chemin entre la cité et le canyon, là encore pour donner une sensation d'étape, et bien sûr l'immensité du désert autour de la cité, avec plein de petits mystères à découvrir, rendant le jeu attrayant. Et incitant le joueur à explorer, mais aussi à tester de nombreuses choses vu que le jeu se comporte presque comme un jeu vidéo bac à sable, c'est-à-dire un jeu vidéo qui incite le joueur à utiliser sa créativité pour tester des choses dans l'environnement offert. C'est plaisant pour le joueur, mais c'est aussi une publicité gratuite. À l'heure des réseaux sociaux et des partages de vidéos en ligne, les joueurs montrent ce qu'ils font dans un jeu, et si le jeu est un bac à sable, ils montrent plus volontiers leurs exploits. GTA avait très bien profité de cet atout, devenant très populaire sur YouTube. Maintenant que j'ai terminé de parler de mécanismes de jeu, je voudrais me concentrer sur la variété des lieux que propose cette carte du monde. Les biomes. Zelda 2017 respecte la règle des biomes. C'est moi qui appelle cette règle ainsi. Un biome, c'est une zone géographique où on trouve un même climat, un même environnement naturel ou artificiel. Par exemple, un désert, c'est un biome. Une jungle, c'est un biome aussi. Ensuite, on peut faire des biomes plus précis. Un désert de sel, c'est un biome. Une ville dans la jungle, c'en est un autre, etc. En général, les jeux vidéo tentent de proposer une grande variété de biomes pour faire plaisir aux joueurs. Il peut cependant y avoir des cas extrêmes où les biomes sont trop variés ou pas assez. Par exemple, dans le jeu vidéo Super Mario Sunshine en 2002, tous les niveaux sont influencés par le biome de la plage. On a presque toujours le même climat. Tous les niveaux sont un peu aquatiques ou balnéaires. Ça offre peu de variété, le jeu a d'autres atouts bien sûr, mais dans un monde ouvert comme Zelda, il aurait été dommage de n'avoir qu'un seul biome, on aurait fini par s'ennuyer. Au contraire, le jeu vidéo Super Mario Odyssey, sorti en 2017 lui aussi, présente une trop grande diversité des niveaux. Ils sont tellement différents les uns des autres par leur environnement qu'on a presque l'impression qu'ils proviennent de jeux vidéo différents. Il y a une sorte d'incohérence graphique entre les mondes. Mais Zelda 2017 est dans un parfait entre-deux. Il y a à la fois une cohérence graphique entre tous les lieux et à la fois une grande variété de lieux. Alors regardons cette carte de plus près. Au centre on trouve la plaine d'Hyrule, c'est de la prairie classique. Cette plaine fait référence à celle qu'on trouve dans les précédents jeux de Zelda, car la cohérence existe aussi grâce aux lieux déjà présents dans les opus de la série. Il y a un effet nostalgie bien respecté. Plein de chemins se trouvent sur la plaine d'Hyrule, ils mènent vers différents endroits, tous plus variés les uns que les autres. Le chemin au sud-ouest mène vers le désert Gerudo, dont j'ai déjà parlé, on a donc le biome du désert. Les 2 chemins au nord-ouest pour aller dans les montagnes Ebra, on voit un gros précipice, ce qui oblige le joueur à le contourner et à rendre le chemin plus long. Mais c'est ce qu'on aime dans les voyages. En prenant le chemin au nord, on trouve même 2 étables, ce qui veut dire 2 étapes. Et puis il y a un village sur un lac à l'arrivée. Les montagnes, elles, sont enneigées, comme ça on a un biome neige. Au nord de la carte du monde, on trouve une forêt bien perdue avec un village au milieu. Au nord-est, un volcan enflammé avec un village encore, c'est le biome de la lave. Puis on a plein d'autres biomes et des villages un peu éparpillés partout. Comme par exemple le village d'Ekaraï, qui est tout au bout d'un chemin, au sud et à l'est, qui propose un biome tropical avec de jolies plages. Nostalgie. Comme je l'avais dit, les biomes font souvent référence à des emplacements des précédents jeux. Prenons par exemple le désert. Situé tout en bas à gauche de la carte, des déserts, ce n'est pas la première fois qu'on en voit dans Zelda. Déjà dans le premier Zelda en 86, il y avait un endroit qui s'apparentait à un désert, avec un peu d'imagination.
Cependant, il n'est jamais nommé. Dans Links to the Past, en 91, il y a un désert avec un nom et une véritable ambiance de désert. C'est le désert du mystère. D'ailleurs, il est situé en bas à gauche de la carte, là aussi. Dans Zelda Ocarina en 98, il y a à nouveau un désert, appelé le désert hanté. On y découvre aussi un nouveau peuple, le peuple Gerudo. Ils vivent dans la forteresse Gerudo. Puis dans Zelda Twilight Princess en 2006, le désert est appelé désert Gerudo, tout simplement. Mais le peuple Gerudo n'y est plus. Dans le nouveau Zelda en 2017, tous les éléments reprennent place. On trouve à la fois un désert nommé Gerudo, à la fois le peuple Gerudo, à la fois une cité où vivent les Gerudo, etc. Mais ce n'est pas tout. En termes de nostalgie, le tout premier Zelda en 86 proposait une grande carte du monde, pour l'époque, où étaient éparpillés différents donjons. Ensuite, il suffisait de rentrer dedans et s'amuser à résoudre ces labyrinthes souterrains. Dans Zelda 2017, il y a encore une ribambelle de petits donjons éparpillés sur la carte du monde, à découvrir pour ensuite les compléter. Et c'est finalement en prenant un système vieux de 30 ans que ce Zelda révolutionne le monde ouvert. Et je vais rapidement vous montrer comment fonctionne cette carte. C'est très simple. Tout d'abord, la carte est accessible dès le début du jeu. On peut librement aller où on veut. Et on peut rapidement se perdre. Sur cette carte, on trouve une série de lieux secondaires qui permettent de faire évoluer le personnage. Ces lieux secondaires sont souvent des grottes où on trouve un marchand qui vend des objets. Ces grottes avec marchands sont éparpillées sur la carte, ce qui incite le joueur à se déplacer et à découvrir les autres grottes. Pour acheter auprès des marchands, il faut de l'argent, représenté par le rubis, qu'on trouve le plus souvent en combattant des monstres. Eux-mêmes éparpillés sur la carte du monde, il faut donc, encore une fois, faire beaucoup de déplacements pour trouver l'argent, puis là où le dépenser. Juste avec ces éléments extrêmement simples, le jeu incite le joueur à voyager, à explorer, à passer du temps sur la carte. Ce système, on le retrouve dans d'autres jeux des années 80. Par exemple, le premier Final Fantasy est un peu similaire, même Mother, en 1989, laisse un monde libre où le joueur peut se déplacer sans qu'il n'y ait réellement de scénario. Il faut juste trouver des objets pour ensuite combattre le boss final. Dans les années 90, les jeux ont commencé à développer des trames qui ont rendu les jeux bien plus linéaires, mais bien plus intéressants aussi pour les joueurs. Aujourd'hui, Zelda 2017 a décidé de revenir en arrière pour récupérer tous les avantages de l'époque, en les modernisant. On a donc toujours des donjons placés aléatoirement sur la carte, mais ils sont bien plus nombreux et disposent d'une apparence plus avancée. Par exemple, dans le désert, il y a un donjon appelé le sanctuaire Kyoshi-O. C'est pas juste un amas de pixels sur la carte qui fait arriver au donjon, on a tout un décor autour et même une petite légende via les PNJ. Il faut notamment aller dans la cité Gerudo, parler à des personnages qui racontent la légende du donjon en question, puis ensuite partir dans le désert, trouver des ruines et résoudre une énigme avant d'y accéder. Tout comme les marchands dans une grotte ont disparu, laissant place à des villages, des auberges, des étables ou des marchands ambulants. Pareil pour les ennemis, qui ont varié. Parfois on trouve même des camps ennemis en train de protéger un trésor. Ça symbolise ces petits ennemis qu'on combattait en 1986 contre des rubis. Le système d'origine est là. C'est un élément à trouver sur la carte du monde, mais on lui a ajouté un décor à chaque fois. Mais sans pour autant inciter le joueur à une linéarité scénaristique. C'en est de même pour les différents éléments sur la carte. Elle est conçue pour qu'il y ait toujours quelque chose d'intéressant pour le joueur, qu'il soit mené d'un lieu à un autre sans voir le temps passer. D'ailleurs, à ce qui paraît, la carte a été créée en se basant sur la ville de Kyoto pour que les concepteurs se rendent compte des distances. Évidemment, le monde Hyrule n'a rien à voir avec Kyoto, mais c'est plus pour se rendre compte des déplacements d'un endroit important à un autre. Conclusion. Mes parties se mélangent beaucoup entre les mécanismes de jeu, les biomes et la nostalgie. Zelda mélange habilement ces trois éléments pour rendre la carte efficace et lui éviter l'ennui que peuvent avoir certains mondes ouverts, un peu trop ouverts et parfois un peu trop vides. Je ne sais pas encore à quoi ressemblera le futur jeu Zelda, qui sort en 2023, mais ce qu'on sait, c'est que Nintendo misera beaucoup sur les éléments bac à sable, impossibles dans les années 80, et qui incitent le joueur à tester plein de choses avec les éléments offerts par le jeu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Zelda 2017. Je ferai à l'avenir des vidéos de géographie sur d'autres jeux vidéo. Vous en avez en tête? Dites-le moi en commentaire, sinon abonnez-vous, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et venez sur le Discord.